La prétendue opposition doit lancer la procédure de destitution de Macron par application de l'article 68 de la Constitution. Je l'ai dit et redit, ça fait plus d'un an, les événements s'accumulent et nous allons mettre en ligne dans les tout prochains jours un dossier réactualisé de cette affaire. Monsieur Macron a piétiné un nombre de fois tellement incalculable la Constitution française que c'est désormais le devoir absolu de l'opposition de lancer. Et que l'on ne nous dise pas, comme le disent les hypocrites de la France insoumise ou d'ailleurs, qu'il ne faut pas le faire parce que ça n'aboutirait pas. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer de nombreuses fois que si on raisonne comme ça, il ne faut plus non plus faire de motion de censure contre le Premier ministre parce que ça n'aboutit pas. D'ailleurs, la France insoumise a fait des motions de censure contre M. Édouard Philippe qui n'ont pas abouti. Il en a refait d'autres. Pourquoi ce qu'il fait contre Édouard Philippe ne le fait-il pas contre Macron ? Et si on part de ce principe, il faudrait également ne faire aucun projet d'amendement ou projet de loi déposé par le gouvernement parce qu'ils ne seront pas votés par la majorité. Non, tout ça, ce sont des faux fuyants. L'opposition doit lancer la procédure de destitution. Le cas Macron est maintenant, c'est un cas épais comme ça. Ça va de l'entourage du versant dans la corruption à toute une série d'articles les uns après les autres, la remise en cause du droit de manifester, les atteintes aux libertés publiques, piétiner les intérêts nationaux, violer le droit international en lançant des missiles sur la Syrie, enfin j'en passe et des pires. Il faut lancer cette procédure de destitution. Monsieur Macron, si vous voulez laisser dans l'histoire une marque qui ne soit pas une marque d'infamie comme c'est en train de tourner, vous devriez prendre le taureau par les cornes. Vous devriez expliquer aux Français ce que je ne cesse d'expliquer depuis plus de 12 ans, c'est-à-dire que les problèmes de la France tiennent au fait d'abord et avant tout que ce ne sont plus les Français qui décident de leur avenir collectif. Le problème que vous avez, monsieur Macron, avec la réforme des retraites, c'est que ce ne sont pas les Français qui l'ont voulu, c'est l'oligarchie qui manipule la Commission européenne, ce sont les BlackRock et les fonds de pension divers et variés qui veulent mettre la main sur l'épargne des Français. Jean-Luc Mélenchon avait proposé aux socialistes et communistes le dépôt d'une motion commune. Ces derniers refusent et préfèrent laisser sa chance au débat parlementaire. Mélenchon refuse la procédure de destitution de Macron en affirmant que celle-ci ne peut pas aboutir. Par contre, il propose de lancer une énième motion de censure qui vise Édouard Philippe et qui n'a pas plus de chances d'aboutir. Pourtant, avec l'ensemble des violations de la Constitution perpétrées par Emmanuel Macron, c'est bien la procédure de destitution qu'il convient d'appliquer. Français, je voudrais vous parler de la proposition de loi sur la sécurité globale et qui est à l'origine de manifestations depuis une quinzaine de jours en France. Je n'ai pas, pour l'instant, exprimé mon point de vue trop précisément sur cette question parce que j'avoue que je n'y voyais pas très clair et que mon flair me disait que tout n'était pas forcément très clair derrière toute cette histoire. On a focalisé l'attention de l'opinion publique sur l'article 24 de cette proposition de loi. Je suis donc allé regarder de près, comme j'aime à le faire, l'article 24 de la dite proposition de loi. Or, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que cet article ne disait pas du tout ce que l'on en disait dans les médias. L'article ne prévoyait pas d'interdire la captation d'images de policiers en intervention, mais seulement la diffusion de ces images et sous la réserve que cette diffusion soit délibérément malveillante. Il était écrit dans cette proposition de loi, cet article est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Bon. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la phrase était quand même très longue, avec des tiroirs, des rallonges, des propositions relatives.
c'est vrai que ça n'était pas extrêmement clair, mais ce n'était pas non plus... C'était pas la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Hein. C'était quand même quelque chose de compréhensible et de clair. Or, ma surprise a été de constater d'abord qu'on n'a pas beaucoup expliqué le pourquoi du comment, puisqu'il faut quand même rappeler que certes, il y a des policiers qui, à tel ou tel moment, dans les manifestations, peuvent devenir violents. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Au moment des Gilets jaunes, j'ai suffisamment dit qu'il y avait eu des violences contre des Gilets jaunes, avec notamment des manifestants éborgnés, comment dirais-je, à vie, enfin handicapés à vie, perdant des doigts, etc., et que tout ceci avait été un scandale. Mais il faut dire aussi, parce que c'est la vérité, que les policiers eux-mêmes, il leur arrive régulièrement d'être molestés, injuriés. J'ai vu une statistique qui montrait qu'il y a toutes les 20 minutes en France, 24 heures sur 24, 365 jours par an, des policiers qui se font insulter. Et encore faut-il qu'ils fassent la déclaration. Donc en fait, dans la vie quotidienne, il y en a plus que ce rythme-là. Et puis, il y a quand même aussi des policiers qui sont blessés, qui sont atteints, et parfois même tués, et sans compter les policiers qui se suicident. Donc il y avait une motivation à agir de la part du gouvernement pour essayer de protéger des fonctionnaires d'État que nul État ne peut de toute façon négliger, puisqu'il n'y a aucun État au monde où il n'y ait pas de police et de forces de l'ordre pour faire régner l'ordre. Maintenant, les instructions qui sont données, c'est encore autre chose. Mais revenons à mon histoire. Il se trouve que j'ai découvert qu'il y avait un gouffre entre le texte de l'article 24 et ce que l'on en disait dans les médias, et ce que l'on en disait ici ou là. Alors, que la France insoumise et M. Mélenchon aient décrit cet article comme un article très attentatoire aux libertés, interdisant la captation vidéo, ce qui n'est pas vrai, même si l'on peut effectivement imaginer que des policiers auraient essayé sur le terrain d'interdire à des manifestants de filmer au nom de cette loi, ce qui aurait été un abus du texte de loi. Mais que la France insoumise diffuse cette information, finalement, c'est le jeu politique, la lutte politique normale, si j'ose dire, qui ne s'embarrasse pas toujours des détails ni de la vérité. Bien. Que les médias n'aient pas regardé à la loupe cet article 24 et qu'ils n'aient pas fait leur travail qui consiste normalement à essayer d'arriver à la vérité et de dire que l'article 24 était peut-être pas très bien écrit, mais qu'il ne visait pas à interdire la captation d'images de policiers, on peut le regretter. Mais ce qui, moi, m'a paru le plus surprenant, c'est que le gouvernement lui-même n'a pas levé le malentendu. C'est ça que j'ai trouvé étonnant. Il aurait très bien pu expliquer clairement ce que je viens de dire. Il aurait très bien pu faire valoir que le texte n'avait pas pour objet d'interdire la captation des images, qu'il avait pour objet d'interdire la diffusion d'images, par exemple, de visages non floutés. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi l'on s'offusquerait d'imposer que les images des policiers soient floutées, alors que l'image des casseurs, parfois des voleurs, des gens qui brisent des vitrines, etc., ou qui pillent, des pillards, quand c'est présenté dans les médias, on en a eu des exemples, elles sont systématiquement floutées par les chaînes de télévision. Donc je ne vois pas pourquoi on n'accorderait pas le floutage des visages aux policiers quand il est accordé spontanément par les chaînes de télévision aux délinquants. Le gouvernement n'a pas expliqué non plus qu'il pourrait donner des instructions aux préfets pour que les policiers autorisent, comme à l'accoutumée, des journalistes de filmer, puisque ce qui fait grief n'est pas la captation, mais la diffusion malveillante. Au bout du compte, cet article prévoyait de sanctionner des personnes que sous 3 conditions. 1. Diffuser des images. Donc la simple captation ne suffisait pas. 2. Identifier clairement les policiers, donc leur visage, ou bien un numéro sur leur uniforme. Et 3.
incitant plus ou moins explicitement à des représailles contre ces fonctionnaires. Ça signifie, au passage, que les policiers ne pouvaient donc pas empêcher de filmer sur place et que les poursuites ne pourraient éventuellement être lancées que plusieurs jours après. D'ailleurs, le droit de filmer était précisé implicitement en creux, puisqu'il était prévu à l'alinéa 2 de cet article que des captations filmées pouvaient être adressées librement aux autorités judiciaires dans le cadre de plaintes, par exemple. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Michel Zecler, cette triste affaire et scandaleuse où ce monsieur a été molesté par des agents de police et ça a été filmé par un système de caméra. C'est bien la victime Michel Zecler qui ensuite a transmis ces bandes vidéo à la justice. Alors, quand j'examine ça, je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement a finalement mal informé sur la portée de la loi et, tout porte à le croire, mal informé délibérément. J'ai donc vu deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le gouvernement, à l'origine, avait vraiment l'intention maligne d'empêcher de filmer pour éviter toute diffusion de bavures, comme on dit, dans les répressions des manifestants, et que ce gouvernement aurait ensuite constaté l'impossibilité juridique vis-à-vis notamment de quantité d'organisations et d'engagements internationaux, et que donc il aurait compris qu'il ne pouvait pas le faire juridiquement, mais qu'il aurait voulu faire croire aussi bien aux policiers qu'aux citoyens que ce serait interdit. Donc il aurait outrepassé ce que disait son texte de loi pour impressionner le chaland. C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que le gouvernement aurait pu chercher délibérément à avoir un article qu'il pourrait sacrifier afin de détourner l'attention du public d'autres problèmes et afin de contribuer à faire encore monter la défiance entre la population et la police dans un jeu très malsain qui vise à diviser les Français et cette division servant les intérêts du gouvernement. Par ailleurs, dans le contexte actuel, il peut être utile, il est même utile, de protéger les policiers pour les raisons que j'exposais tout à l'heure. Mais il y avait certainement des moyens plus simples, plus expédients, plus clairs de le faire. Comment ? Premièrement, par exemple, demander aux médias de flouter les visages. Ils le font bien pour les casseurs et les délinquants. Ils peuvent bien le faire pour les policiers ou pour les gendarmes. Deuxièmement, pour ce qui est des appels à la vindicte sur les réseaux sociaux, poursuivre juridiquement les incitations à commettre des délits contre les personnes. Or, il n'y avait pas besoin d'ailleurs d'un nouvel article de loi, puisque ça existe déjà dans le code pénal. C'est l'article 222, alinéa 17. La loi sécurité globale, par ailleurs, comporte d'autres dispositions contestables. Et bien qu'elles fussent contestables, elles ont été très peu commentées, reprises ou mises en avant dans les manifestations. Je pense notamment à l'autorisation de la surveillance généralisée par drone. C'était l'article 22 de cette loi. En d'autres termes, toute cette opération m'a donné un sentiment de quelque chose qui sonnait faux. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose en toc dans cette affaire. Pour tenter de démêler le vrai du faux, je me suis donc appliqué ce dicton tout bête. Pour tenter de comprendre cette crise politique, je me suis appliqué le dicton latin traditionnel, qui prodet. À qui est-ce que cette crise politique a-t-elle profité ? Et si on regarde tout cela d'un œil froid, on est obligé de constater quoi ? Premièrement et d'abord, ça a profité politiquement à M. Mélenchon. Il est apparu sur cette affaire comme le défenseur des libertés publiques contre la volonté de museler la presse. Ce qui a gommé un petit peu, mais quand même, l'image désastreuse du partisan islamo-gauchiste, le partisan des indigénistes, etc., qui lui collait à la peau depuis le drame de ce professeur Paty décapité.
Deuxièmement, cette affaire, cette crise a profité aussi à Macron. Certainement très heureux de changer de sujet après l'affaire des caricatures de Mahomet dans laquelle il s'est embourbé. Il est apparu également comme le défenseur des libertés publiques, puisqu'il a désavoué publiquement, en gros, son ministre de l'Intérieur, Darmanin. Notons d'ailleurs que c'est un désaveu tout relatif, puisque Darmanin est resté au gouvernement. Et il a pu, Macron, se refaire une espèce de petite popularité auprès d'une partie de la population en invectivant les policiers, en parlant de violences policières comme si c'était quelque chose qui était systématique. Il est apparu comme ferme vis-à-vis d'ailleurs des violences urbaines. Tout ça a pu lui attirer un regain de popularité un peu à gauche. Donc il ressort, lui aussi, plutôt positivement de cette crise. Je signale d'ailleurs au passage, s'agissant des violences, qu'on ne peut pas capter l'attention des Français à Quimper ou à Romorantin ou bien à Vesoul ou encore à Toulouse s'il n'y a pas des images de violence à la télévision. Il faut quelques violences spectaculaires, mais en fait ces violences, si vous reprenez ça avec le regard nécessaire, le recul nécessaire, vous apercevez qu'elles ont été quand même très circonscrites à quelques quartiers, essentiellement à Paris. Ça pose le problème au passage des Black Blocs, sur l'ambiguïté desquels il y aurait beaucoup à dire. Il est presque un secret de polichinelle que de savoir que les Black Blocs sont manipulés et servent l'État. Ça ne date pas d'hier d'ailleurs, où l'État utilise des casseurs pour essayer d'envenimer la situation, pour ensuite expliquer que l'affaire a mal tourné, et donc par un réflexe de solidarité de la masse de la population française derrière le gouvernement, d'avoir un regain de popularité. Et puis, troisième bénéficiaire, cette affaire a permis aussi à la presse d'apparaître comme un défenseur sourcilleux de la liberté d'expression. Or, l'image de la presse en France est extrêmement mauvaise, notamment depuis l'affaire des Gilets jaunes, mais avec l'affaire de la Covid-19, avec le soutien presque enfantin, de la propagande quasiment enfantine de la grande majorité de la presse française, pas toute, mais de la grande majorité derrière le gouvernement, quels que soient les palinodies, les va-et-vient, les contradictions du gouvernement sur cette affaire. Il y avait donc fort à faire pour rehausser un petit peu le prestige de la presse, et là, c'était une aubaine. En d'autres termes, je ne pense pas exagérer si je considère que cette affaire de loi sécurité globale a représenté en fait une bonne affaire, une affaire qui tombait à point nommé pour tout le monde, Mélenchon et la France insoumise, les syndicats, la CGT, la presse et Macron. Une affaire qui tombait à point nommé pour tout le monde, sauf pour qui? Sauf pour des policiers qui sont apparus, comme c'est malheureusement pour eux souvent le cas, comme le fusible et le bouc émissaire, ce qui d'ailleurs, au moment où je parle, a provoqué une levée de boucliers des policiers qui ont entamé une grève des contrôles et quasiment une grève du zèle. D'où l'idée qui m'est venue, et si tout ceci avait en fait été une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre organisée, soit organisée délibérément, soit organisée implicitement, par compréhension spontanée, une espèce de pièce de théâtre entre Macron, Mélenchon et les grands patrons de presse. J'avoue que j'ai un doute sur le caractère totalement spontané de toute cette crise politique, et j'avoue que je me demande par moments s'il n'y aurait pas eu cet accord, plus ou moins implicite, entre Macron et Mélenchon pour organiser ce théâtre. Alors, bien sûr, on va me traiter de complotiste. Ça, c'est même pas besoin de le dire. Je le sais par avance. Mais moi, je n'ai pas oublié que cette hypothèse, ça ne serait pas la première fois qu'elle se produirait.
elle se produirait, elle s'est déjà produite dans ce régime que j'appelle d'opposition contrôlée, qui est le nôtre. Opposition contrôlée, c'est-à-dire Macron à l'Élysée, et puis des opposants contrôlés qui s'opposent à Macron un petit peu, mais pas trop. On s'oppose à Macron un peu, mais Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Jadot, etc., s'opposent à Macron, Monsieur Christian Jacob pour les Républicains. Tout ce petit monde s'oppose à Macron, mais jusqu'à un certain point. Personne ne veut la remise en cause de notre appartenance à l'Union européenne. Personne ne veut la remise en cause de notre appartenance à l'euro. Personne ne remet en cause l'appartenance à l'OTAN, sauf un peu M. Mélenchon, ça dépend des jours. Personne ne remet en cause fondamentalement la stratégie vaccinale du gouvernement. Personne finalement ne remet en cause le soutien de M. Macron à ces questions de confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement. Personne ne s'interroge trop sur les libertés publiques. C'est ça le système d'opposition contrôlée. Et donc j'ai dit que ça s'est déjà produit, et je voudrais rappeler ici cette extraordinaire révélation du Figaro sur l'organisation d'une véritable scène de théâtre, ce que les spécialistes en marketing politique appellent le storytelling, ça veut dire raconter une histoire, ou bien ce qu'en français on appelle maintenant le narratif. On raconte une histoire. Eh bien, ce narratif, ce storytelling qui avait été élaboré pendant l'élection présidentielle entre François Ruffin de la France insoumise et Emmanuel Macron. C'était au sujet de la menace de la fermeture de l'entreprise Ecopla dans l'Isère. Et donc, François Ruffin avait rencontré Emmanuel Macron. Et il y avait eu un échange qui avait été enregistré, confirmé ensuite par les participants, un échange qui, vous allez l'entendre, parler de lui-même, où en fait, Macron et Ruffin s'étaient entendus sur le fait, voilà, alors il était venu, Ruffin allait protester, il allait sortir en colère de la réunion, mais tout ça était organisé en parfaite combine avec Macron. Écoutez ce passage. Non, moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, bah, ça fait un deuxième épisode. Ok. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement, avant le 5 octobre, avant le fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on n'est pas content. Oui, en disant vous avez fait part de voilà. Voilà, sinon de tout ça. Voilà. Alors ensuite, quand cette affaire a été rendue publique, il y a quand même des gens qui ont demandé des comptes. Et pour se défendre d'avoir trahi la cause ouvrière ou d'avoir tout simplement de s'être moqué des électeurs de la France insoumise, M. Ruffin avait ensuite trouvé une explication complètement emberlificotée, qu'il assumait tout ça, que c'était dans le but que l'épisode était de sauver Ecopla, non pas d'enfoncer Macron, taratati, taratata. Il avait essayé de noyer le poisson. Il avait été en fait extraordinairement embêté que l'affaire ait été éventée. Alors, quelles que soient les explications de M. Ruffin sur cette affaire, toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, comme on dit, en décembre 2020, eh bien, donc 3 ans et demi après les faits, Macron est président de la République et Ruffin est député et Ecopla est fermé. Donc tout le monde a été content dans cette affaire, Macron et Ruffin, sauf les principaux intéressés, c'est les salariés de Ecopla qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Quelques jours après l'enregistrement de cette vidéo, nous avons appris par la presse que Emmanuel Macron avait organisé un grand dîner à l'Élysée en bafouant les règles du confinement de 6 personnes maximum. La veille de ce dîner, Macron avait déjeuné avec les présidents des groupes parlementaires, dont un certain Jean-Luc Mélenchon. Et cela quelques jours après les manifestations.
Alors bien sûr, les mélenchonistes affirment qu'il était normal que leur chef se rende à ce déjeuner puisqu'il est président d'un groupe à l'Assemblée nationale. Mais non, ce double jeu n'est pas normal. Quelle est la crédibilité d'appeler les Français à manifester d'une part et de déjeuner tranquillement avec Emmanuel Macron d'autre part? Imagine-t-on le général de Gaulle dîner avec le maréchal Pétain quelques jours seulement après avoir appelé à la résistance pour lui informer où en est son opposition? Et ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon fait ce double jeu. On se souvient tous qu'après son meeting à Marseille où il avait eu des mots très durs pour le chef de l'État, il l'avait croisé quelques temps après à Marseille et où l'échange avait été très amical. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Jean-Luc Mélenchon avait déjà refusé l'un de ses dîners en 2018, mais visiblement son opposition sur la loi sécurité globale n'est pas suffisamment forte pour qu'il réitère. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon participe régulièrement à ces dîners avec Emmanuel Macron sans que les Français et les électeurs de la France Insoumise en soient forcément informés. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron n'avait pas été testé positif à la Covid-19, nous ne l'aurions sûrement jamais appris. Précisons que de son côté, François Asselineau, en opposant crédible, n'a jamais été invité à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors, si on a ce scénario, cette pièce de théâtre jouée entre un député éminent maintenant de la France Insoumise et Macron pendant la présidentielle, eh bien si on revoit sous cet angle-là ce qui se passe, ce qui vient de se passer avec la loi sécurité globale, eh bien je suis désolé mais c'est pareil. Tout le monde est content, y compris Darmanin qui conserve son poste de ministre. Et les seuls mécontents, eh bien, ce sont les policiers, mais pas seulement eux. Plus encore l'ensemble des Français qui sont les dindons de la farce, comme les salariés des Copla. Pourquoi est-ce que les Français ressortent comme les dindons de la farce de cette affaire? Parce que bon, la loi, elle était écartée, l'article 24 n'aura pas lieu, mais enfin, ça va pas changer la face du monde. Mais on a fait croire aux Français, depuis maintenant plusieurs semaines, que la liberté d'expression consisterait, premièrement, à publier des caricatures offensantes de Mahomet, et deuxièmement, à filmer des policiers en action. Et je suis désolé, c'est pas ça la liberté d'expression. Pendant qu'on a focalisé l'opinion publique sur ces deux questions, on a détourné les regards de l'opinion publique de sujets beaucoup plus importants. Vous avez la possibilité de contacter vos députés et de relancer auprès des députés la demande de procédure de destitution de Macron. Nous ne lâcherons pas Macron sur cette affaire. Il faut arrêter de protester contre Macron. Vous avez tous moyen d'insister auprès de votre député. Et même s'il avait déjà dit une fois non, deux fois non, cette fois-ci, il faut qu'il y ait 10, 15, 20, 30 personnes qui aillent voir et qui écrivent à leurs députés en disant qu'il faut lancer la procédure de destitution de Macron. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait une cinquantaine de députés, une trentaine, quarantaine de sénateurs ou un petit peu plus de députés. Donc les oppositions ont la possibilité de lancer cette procédure. Si la France Insoumise, le Parti communiste français, si le Parti socialiste, les Verts, le Rassemblement national et les Républicains s'y mettent, ils ont de quoi lancer largement la procédure de destitution de Macron. Et que l'on ne me dise pas ça n'aboutira pas. Bien sûr que la probabilité que ça aboutisse est très faible. Mais si c'est lancé, ça va affaiblir terriblement Macron et ça va donner un coup d'arrêt à cette dérive. J'ajoute que ça ne sera pas la première fois que la procédure aurait été lancée, puisque les Républicains, à eux tout seuls, avaient lancé la procédure en 2016 contre François Hollande parce qu'il avait fait des révélations, des fuites sur des informations secret défense dans son livre. Vous savez, un président ne devrait pas dire ça. Alors bon, c'est vrai que c'était pas bien. Il y a eu le lancement de la procédure, ça s'est arrêté assez rapidement, et c'était lancé uniquement par les Républicains. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Là, il ne s'agit pas d'avoir un peu piétiné le secret défense sur un dossier. Là, nous avons un président de la République, M. Macron, qui est en train de transformer la France en un régime totalitaire à la George Orwell. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus
à M. Mélenchon, M. Chassaigne du Parti communiste, M. Faure du Parti socialiste, Mme Marie-Georges Buffet, enfin les députés, Mme Arthaud n'est pas députée, mais M. Julien Aubert, M. Christian Jacob, M. Guillaume Larrivé, Mme Le Pen, M. Bruno Bilde, etc. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour lancer la procédure de destitution? S'ils ne le font pas, je suis désolé de le dire, c'est que ce ne sont pas des parlementaires d'opposition. La situation est d'une gravité que nous n'avons pas connue. Je ne sais même pas depuis quand. Je pense et je raisonne. Je n'ai pas le sentiment d'exagérer. J'ai le sentiment que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu une situation aussi grave que la situation actuelle. Parce que ce qui est en cause, c'est tout simplement non seulement la fin de nos libertés publiques, mais la fin même de la République française et de la France libre et souveraine qu'on a connue depuis des siècles. Réfléchissez-y et allez militer auprès de vos députés. Et adhérez et mobilisez-vous. Vive la République et vive la France.